Aujourd'hui, nous allons parler de la littérature antillaise. Hop, la semaine prochaine, on ira sur la littérature française. Mais cette année, cette semaine, ce sera la littérature antillaise. Parce qu'on va bosser sur la ricaneuse. Depuis tout à l'heure, je parle. Alors, donc, euh, oh là, School of Learning, il faut que je corrige ça. Oula, Seigneur, pardon, pardon, académie. Donc, la littérature antillaise regroupe les œuvres martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, oh là là, j'ai quelques petites corrections à faire, hein, et haïtiennes. Bien que la Guyane soit sur le continent sud-américain, historiquement proche des Antilles, elle entre dans le contexte de la littérature antillaise. Alors, première chose, il faut que je vous explique euh, quelque chose de très clair. Euh, pour les Français, d'accord, pour les francophones, quand on parle des Antilles, dans le langage courant, je ne dis pas c'est la, euh, que c'est la définition que donne le français aux Antilles. Dans le langage courant, lorsqu'on parle des Antilles ou des Antillais, quand on parle des Antilles ou des Antillais, on parle de Martinique, de la Guadeloupe, qui, a le, qui est le 971, qui est le département 971, et de la Guyane, qui est le département 973. Il aurait peut-être fallu que je fasse passer Guadeloupe à Martinique. J'ai tendance à mettre à parler de la Martinique en premier parce que c'est de là que je viens. C'est seulement naturel, ce n'est rien de volontaire. Normalement, les Antilles, en français comme en anglais, signifient tout l'arc antillais, c'est-à-dire en commençant par les grandes îles comme Trinidad et Tobago, la Jamaïque, euh, ça, Cuba, Haïti, etc. Enfin, tout l'archipel des Antilles, hein, on appelle ça les Antilles, d'accord? Mais pour les Français, pour les francophones, et particulièrement les francophones de la Caraïbe, c'est-à-dire les Martiniquais, les Guadeloupéens, euh, ont tendance à mettre dans le lot des Antillais Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et pourtant, Guyane ne fait pas partie de l'archipel des Antilles.
La Guyane est en Amérique du Sud, quelque part par là. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout le même espace, mais pourtant, on qualifie Martinique, Guadeloupe et Guyane comme les Antilles. Donc, on va laisser comme ça. Et quand ils parlent des autres îles de la Caraïbe, ils ont tendance à dire la Caraïbe ou les Caraïbes. Mais en tout cas, quand il s'agit des îles Martinique, Guadeloupe et Guyane, euh, euh, c'est vraiment tenu à part. Et c'est une volonté, pas seulement du peuple, mais c'est une volonté carrément qui a été politique. Hein. C'est une volonté qui a été au niveau de la France de séparer, en tout cas sur les papiers et dans la tête, euh, les îles françaises, les, les îles, la Guyane n'est pas une île, hein, mais voilà, ces territoires français des autres îles de la Caraïbe. D'accord? Donc, quand on parle de la littérature antillaise en français, eh bien, on parle de la littérature écrite par des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais. Donc, l'histoire de la littérature antillaise en bref. Donc là, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails puisque ce ne sont pas des études de littérature française que vous faites, mais vraiment euh, une étude globale, on va dire, selon le syllabus. Alors, quoique réfrénés par la colonisation, les Antillais commencent à se diffuser, les écrits antillais commencent à se diffuser dans la troisième décennie du XXe siècle, avec des auteurs tels que Émile Césaire en Martinique, Joseph Zobel ou France Fanon. D'accord? Alors, déjà pour commencer, pourquoi je dis que c'est réfréné? Déjà pendant l'esclavage, comme dans tous les pays qui ont pratiqué l'esclavage, les Noirs, les esclaves, les Martiniquais, les Guadeloupéens n'avaient pas le droit de lire ni d'écrire, de même savoir le faire. Ils n'en avaient pas le droit. Donc c'est clair, il n'y a pas d'écrit, ou presque pas d'écrit venant d'Antillais avant cette période-là de la troisième décennie du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1930. D'accord? Donc, il y a des auteurs tels que Aimé Césaire. Aimé Césaire, je vous conseille de faire un petit tour sur Google. Hein? Je vous conseille de faire un petit tour sur Google et de tapoter Aimé Césaire. Vous verrez que c'est un monsieur qui a qui a un bagage historique international. C'est ce monsieur, Denis Césaire, un monsieur très intelligent. Il a eu la chance d'aller au lycée Schœlcher, qui était le, le seul lycée de l'époque en Martinique et qui jusqu'à maintenant est le numéro un des lycées. Et donc, Aimé Césaire, il a fait de brillantes études, il a été en France, et c'est en France qu'il a rencontré des Africains, des Guadeloupéens, des Guyanais, des... En fait, à l'école, hein, à l'université, pendant ses études, donc il a rencontré, comme je disais, des savants, des scolastiques, des écrivains, des scientifiques, tels que Cheikh Anta Diop, tels que Senghor, etc. D'accord? Et c'est lui qui a créé le mouvement qu'on appelle la négritude. Alors, qu'est-ce que la négritude? Pour dire très vite, la négritude, c'est quoi? Donc, la négritude, c'est quoi? Je disais, la négritude, c'est un mouvement littéraire qui avait été fondé par donc, Aimé Césaire en France et qui s'est répandu vraiment.
sur toute la francophonie, qui s'est répandu en Afrique et qui fait la fierté des Antilles. Hein. Il, se, il rentre dans le cadre de, du panafricanisme, puisqu'il est en relation avec différents autres acteurs du panafricanisme, tels que Cheikh Anta Diop, par exemple, Senghor, etc. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que souvent, ça peut choquer de voir le mot nègre. Le mot nègre. C'est un mot qui choque les, les anglophones parce que c'est un mot qui est limite interdit par la loi même, par exemple aux États-Unis et tout. C'est un mot qui est interdit par la loi, mais Aimé Césaire en a fait une fierté. Aimé Césaire en a fait une fierté. Donc, en fait, par le principe de la négritude, Aimé Césaire a implanté dans le cœur des afro-descendants conscients, je dis bien conscients, d'une certaine fierté d'être appelé nègre. Pour l'histoire, un jour, il marchait à Paris dans sa jeunesse et un homme, un Français, l'a appelé nègre. Et il s'est retourné et il a répondu, vous savez quoi, le nègre, il vous emmerde. Et depuis cette fois-là, c'est vraiment une anecdote qui lui est restée très chère. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé, par son écriture, par son art, de faire découvrir aux personnes de son peuple ce qu'est la fierté d'être nègre. D'ailleurs, dans le mot négritude, on va décomposer le mot. Bonjour. Bonjour. Enfin, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Je suis contente Ça de va. t'entendre. Alors, négritude. Dans négritude, je pensais à toi. Alors, du coup, j'ai été sur la question que tu avais soulevée. Je crois que c'était sur ton dernier test où tu avais dit nègre, c'est assez négatif. Donc, je vais reprendre un petit peu sur ce que je disais. Tu vois ce monsieur? Oui. Il s'appelle Aimé Césaire. As-tu déjà entendu parler de lui? Ah non, je ne peux pas voir l'écran. Il y a une boîte Il y a sur une boîte? l'écran. Attends, laisse-moi voir ça. Une boîte qui bloque l'écran. Attends. Laisse-moi voir ça un petit peu. Hop, share screen. Attends. Ah ouais. Oh là là, tu te rends compte, j'ai fait tout mon cours. Comment il m'a mis mon truc là? Je suis pas contente. Je suis pas contente. Tu vas voir le reste du cours. Il y aura que la boîte, hein. J'ai pas vu que quand il a fait le partage, c'était sur l'écran de l'ordinateur. Là, tu le vois, monsieur Césaire? Oui, oui. D'accord. Alors, je vais reprendre un petit peu pour que tu saches où est-ce que j'en étais. D'accord? Le cours. Hop, hop. Aujourd'hui, on fait un cours sur l'histoire, sur la littérature antillaise. Tu m'écoutes?
Donc, on fait un cours sur la littérature antillaise. La semaine prochaine, on va parler de la littérature française. Mais pourquoi je commence par la littérature antillaise? Parce qu'il faut qu'on avance sur le livre La rue Cazeneuve. D'accord? Donc, j'espère vous motiver un petit peu à la lecture de ce livre qui, c'est vrai, n'est pas tout à fait facile. Donc, alors, je ne vais pas reprendre toutes les explications. Je ne vais pas reprendre toutes les explications depuis le début parce que tu vas les voir sur le replay, d'accord? Par chance pour toi, le cours a commencé un petit peu en retard parce que Davis n'était pas encore prêt. Il avait quelques petites choses à faire. D'accord? Donc, alors, je reprends là où j'en étais. Alors, moi, je parlais de l'histoire de la littérature antillaise. D'accord? Donc, c'est en bref, hein, très en bref. Donc, comme j'expliquais, tu vas voir hein, dans le replay, j'expliquais pourquoi je dis que la littérature antillaise a été réfrénée par la colonisation. Mais en fait, ça a été réfréné depuis carrément l'époque de l'esclavage parce que les esclaves n'avaient pas le droit de lire et écrire. Et donc, du coup, même de savoir lire et écrire. Donc, du coup, c'est quelque chose qui s'est développé plutôt dans la troisième décennie du XXe siècle, c'est-à-dire vers les années 1930, à commencer par le monsieur qu'on appelle Aimé Césaire. Et donc, du coup, voilà, c'est pourquoi j'ai été là, parce que je pense que c'est un personnage que tu devrais connaître. Aimé Césaire, comme je disais, c'est un poète, écrivain martiniquais. Il était aussi politicien. Il a été maire de Fort-de-France pendant plus de 40 ans. Il faudrait que je fasse bien la recherche pour te dire parce que je n'ai pas le temps exact. Mais voilà. Et en fait, quand il a fait ses études donc, en Martinique, il a commencé ses études en Martinique au lycée Chécher. Et ensuite, bon, comme il était très talentueux, il a pu avoir la bourse pour partir en France pour continuer. Et là-bas, il a rencontré des gens comme Léopold Sédar Senghor. Il a rencontré, qui est devenu le maire, le président du Sénégal. Il a rencontré aussi Cheikh Anta Diop, qui est un grand scientifique, qui a prouvé la mélanine dans le sang dans la peau, pardon, des pharaons. Et donc, du coup, de la négritude, entre guillemets, des, des, des Égyptiens, etc. Mais lui, Aimé Césaire, ce que je veux dire, c'est qu'il a créé le mouvement de la négritude. Alors, voilà ce que j'expliquais. La négritude, c'est quoi? Donc, c'est un mouvement littéraire qui avait pour but, pardon, de rendre aux Noirs la fierté d'être Noirs. Et donc, il a créé la négritude. Dans négritude, il y a nègre, que tu connais. Et pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que justement, la dernière fois, ça t'avait interpellé. Ça t'avait interpellé sur le titre La rue Cazeneuve, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que dans la culture anglo-saxonne et même dans la culture américaine, maintenant, il est interdit d'utiliser le mot nègre, surtout pour le caucasien, ce qu'on appelle blanc, communément. Euh, D'ailleurs, c'est même puni, ça prend la loi. Hein, voilà. Mais Aimé Césaire, un jour, il s'est fait appeler nègre par un Français en France. Et il s'est tourné, il a dit, eh bien, le nègre, il vous emmerde. Et donc, du coup, de cette idée-là, il s'est dit non, il faut apprendre à être fier de notre côté noir. OK? Donc, dans négritude, on a nègre, et étude, on peut le remettre pour l'attitude. OK? On peut le mettre pour l'attitude, mais c'est une façon de vivre, en fait, son côté nègre. C'est une façon de vivre la fierté d'être qui on est. Et donc, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Retour au pays natal, des poèmes, etc. Il a beaucoup parlé au nom euh, des Antillais, puisque en plus d'avoir été le maire de Fort-de-France,
Il était aussi sénateur, etc. Donc, ce monsieur député, il a fait vraiment énormément de choses. Il a fait énormément de choses pour, ben, pour la Martinique, oui, mais aussi pour tous les Noirs en fait, du monde. Il est connu internationalement, ce monsieur. Je te conseille de, de te renseigner sur lui, si tu es vraiment intéressé par la culture antillaise. Il est tellement important que le président Nicolas Sarkozy, qui était président de France à un moment, quand il était président, il a voulu venir en Martinique pour rencontrer Aimé Césaire. Et Aimé Césaire a dit non, il ne veut pas le rencontrer. Il a refusé de le rencontrer et du coup, Sarkozy, il a simplement annulé son voyage vers la Martinique, juste parce que ce monsieur-là a refusé de, de le rencontrer. D'accord? Et donc, Mais du est-ce coup, qu'il y avait une raison pour laquelle il a pris cette décision? ben, tout simplement parce que Nicolas Sarkozy, en fait, il faudrait connaître un petit peu l'histoire politique française et surtout de Nicolas Sarkozy. Mais c'est un monsieur qui est quand même assez ambigu. D'accord? C'est un monsieur qui il a des bords très, très racistes, déjà. L'assassinat de Muammar Kadhafi, ça vient de lui. C'est lui qui a assassiné le président de la Libye, Muammar Kadhafi. Ça a été prouvé. Dernièrement même, il avait un bracelet électronique parce qu'on ne pouvait pas le mettre en prison. C'est un ancien président. Donc, du coup, on lui a mis un bracelet électronique pendant quelques temps. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Non, D'accord, vraiment d'accord. pas quelqu'un de recommandable. Et donc, Aussi, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort parce que je suis dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Donc, oh, je vais rapprocher. Là, tu m'entends mieux? oui, 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 je t'entends tellement mieux. Oui, Ok, vraiment mieux. bon, ben, on va continuer comme ça. J'ai relevé le micro. Alors, donc, on va continuer le cours. Donc, il y a eu Aimé Césaire, Joseph Zobel, donc, qui a écrit La Case Nègre. Frantz Fanon, ce n'était pas un écrivain, mais il a écrit des livres. En fait, à la base, ce n'était pas un écrivain. À la base, c'est un psychiatre martiniquais qui est parti pratiquer en Algérie. Pourquoi il a été en Algérie? Il faudrait que je me penche un petit peu plus sur son histoire pour savoir pourquoi il a fait ce choix. Mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait. Et quand il a été en Algérie, il s'est rendu compte que ce n'était pas seulement les malades qui étaient à l'hôpital qui avaient des problèmes psychiatriques, mais c'était tout le pays, en fait. Et il s'est en fait rendu compte que ce n'était pas que l'Algérie qui était malade, mais en fait tous les pays colonisés, tous les pays qui ont été colonisés par les Européens euh, su subissent des problèmes psychiatriques. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Et en Martinique, on avoue maintenant que les Martiniquais souffrent de maladies psychiatriques. C'est pas vraiment une maladie psychiatrique, c'est un désordre psychiatrique. Voilà. Les Guadeloupéens aussi. En fait, tous les pays qui ont été colonisés, les Antilles en général, dans la Caraïbe, en Jamaïque, en Haïti, même en Dominique, c'est à regarder le comportement des gens, les réactions que les gens peuvent avoir face à certains événements montrent clairement qu'il y a un désordre mental. D'accord? Et donc, Frantz Fanon, il a décidé de soigner toute la population d'Algérie. Et grâce à lui, grâce à son aide, les Algériens ont pu se réveiller et ils ont fait la guerre d'indépendance d'Algérie. Ils se sont battus pour leur indépendance. D'accord? Oui, En mais fait, il y a une question. oui. Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour guérir la population? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, comme je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup étudié dessus, donc je t'avoue que je ne pourrais pas te répondre D'accord. avec. Il faudrait regarder la date de.
de l'indépendance d'Algérie, hein. Je vais regarder et puis je vais compléter, je vais te dire. D'accord? Et Mais aussi, une question. oui. Pourquoi il y avait une maladie psychiatrique a- avec les personnes qui a été colonisées? Alors, on va répondre les questions une après l'autre. Oui. On va déjà chercher la date de l'indépendance de l'Algérie, comme ça ce sera dans le cours. C'est en 1962. Alors, pour répondre à ta question qui est très intéressante, mais qui est carrément hors sujet, donc je ne vais pas rester trop là-dedans. Oui, tu as Alors, raison, oui. Oui, c'est vrai. pourquoi, alors, la première question, c'était comment il a fait pour aider les Algériens? Comment il a fait pour les aider? Ben, plutôt que de se cantonner à l'hôpital en lui-même, il est sorti de l'hôpital et il a été directement voir les gens. D'accord? Il a été dans les villages et il a organisé des réunions avec les gens pour les faire parler et pour leur faire comprendre les réalités de la vie, les réalités de l'humanité et la réalité de leur humanité qu'ils avaient oubliée. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Alors, pourquoi on dit que les pays colonisés souffrent de désordre psychiatrique? Tout simplement parce que tu penses bien que la colonisation ne se fait pas en douceur, c'est pas avec des caresses, d'accord? Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de torture, il y a beaucoup de tu sais, bon, l'esclavage, c'était les fouets, c'était les punitions. On aura le temps de retourner là-dessus sur la colonisation. Mais en tout cas, c'était un moment qui était très difficile et surtout ceux qui ont subi la colonisation et l'esclavage, on a dû leur casser l'esprit. Tu comprends? On a dû casser leur fierté, casser leur humanité pour pouvoir les dominer. Et donc, pour Oui, cela, il y a eu une désorganisation qui s'est faite au niveau des familles, au niveau oui. même de la Casser, société. Hein? casser aussi leur identité. Voilà, tout Oui, ça, tout ça. Tu comprends? Et donc, du coup, c'est en ça que Frantz Fanon les a aidés. C'est-à-dire il leur a rappelé qu'ils avaient une identité, qu'ils avaient une histoire, qu'ils étaient un peuple et qu'ils avaient droit à leur souveraineté autant que la France a droit à la sienne. Donc, du coup, ils ont commencé à attaquer la France sur son propre territoire. Il y a eu beaucoup d'attentats en France, mais aussi en Algérie, ils ont malmené les colons et donc du coup, la France, elle a envoyé beaucoup de militaires, beaucoup de soldats. Ça s'est déclenché en guerre d'Algérie. Mes deux grands-pères ont été à la guerre d'Algérie. L'un était musicien et l'autre était infirmier. Et les choses qu'ils m'ont racontées sont horribles. Et je pense qu'il y avait des choses encore plus horribles parce qu'à certains moments, ils se taisaient, ils ne parlaient plus, ils ne racontaient plus. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur. D'accord? Bon, on retourne à notre cours parce que l'heure passe. Donc, les auteurs antillais, préoccupés par la situation sociale et humaine de leur pays, sont les porte-paroles d'une population traumatisée par la séparation de sa terre originelle, c'est-à-dire l'Afrique, d'accord, par l'esclavage, puis la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme. Tu sais ce qu'est le néocolonialisme? Euh, ok, je vais essayer de décortiquer le mot. Ah, j'aime ça. Oui, ok. Euh, néo- ok, donc, premièrement, on a le mot colonial. Mhm. Alors, Oui. la racine, c'est quoi? C'est colonie, je pense. Colonne.
Colonne, oui, colonne. Oui, D'accord? Ensuite, colonne. alors, colonne, on comprend bien, hein, c'est pour tout ce qui est colonie, etc. hein. Ensuite, Oui. Et Neo, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que c'est, je sais pas, mais des siècles, il y a quelque alors chose? Non. néo, c'est tout ce qui tourne autour. Et c'est tout ce qui se rapporte à. C'est tout ce qui rappelle ce qui s'est passé. D'accord? Tu comprends ou pas? J'ai une idée, je commence à comprendre. Oui. On va revenir sur néo. Qu'est-ce que tu vois avec le suffixe? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu vois avec le suffixe? Qu'est-ce que tu vois dans le suffixe? Neo, je vois Neo. Le suffixe. Oui. Le, le suffixe. Colonne, colonie, c'est. Non, oui, Colonie, c'est le radis. colonie, c'est la racine. Oui, c'est Cette la partie-là. racine. Oh, Ça, préfixe et suffixe. Ah, suffixe. Oui, alisme, oui. C'est, c'est le fait, en fait, ça transforme, c'est ton fait. Euh, c'est, non, oui. Je suis pas sûr. C'est le fait, c'est, oui, oui. Tu veux que je t'aide? Tu donnes la langue au chat? Excusez-moi? Tu donnes Oui, je donne quoi? langue. Ah, ah, langue. Ah, tu donnes ta langue. Je donne ma langue au chat. Non, non, non. Euh, non, mais j'essaie. Bon, alors Qui. laisse-moi. Oui. Oui? Vas-y, essaye. Et c'est une dernière fois et après je te dis parce qu'il faut qu'on Ok, avance. ok. C'est quelque chose qui. Non, je suis pas sûr. C'est le fait d'être. C'est un fait, en quelque sorte. Alors, je t'explique. Fait. Isme, surtout isme, le yal. Alors, il y a yal, d'accord? C'est aussi un suffixe qui sert pour en faire un adjectif, d'accord? Un suffixe adjectif. Par exemple, l'époque coloniale, ça veut dire l'époque des colonies, d'accord? Bon, maintenant, isme. Tu as déjà entendu schisme? Oui. Tu as déjà entendu euh, Racisme. racisme, etc. En fait, Oui. isme est un système qui découle d'une pensée. C'est un système qui découle d'une pensée. Ce n'est pas forcément un système légal. Ce n'est pas forcément un système déclaré comme tel, mais ça reste un système. Le racisme est un système. Enfin, elle met en place certains systèmes, d'accord? Le fait de rejeter l'autre parce qu'il n'est pas de la même race, d'accord? L'afrocentrisme, c'est l'idée qui ramène à tout ce qui est de faire de ce qui est afro, d'accord? Tu as déjà entendu cette expression-là, afrocentrisme? C'est très à la mode en France ces temps-ci. Très, très à la mode. Quelle est expression? L'afrocentrisme. C'est un, L'afrocentrisme. Non, je n'ai jamais entendu, mais c'est un je mot peux qui est très, deviner. très en vogue ces temps-ci en France parce que les Africains
se lèvent et récupèrent leur fierté. Et quand les afro, c'est africain, mais c'est en fait les personnes noires, afro-descendantes, d'accord? Et l'afrocentrisme, c'est une nouvelle idéologie qui emmène à ramener l'Afrique au centre de l'humanité, en fait. C'est ça. Avant, c'était plutôt les Blancs qui faisaient ça, les Européens. On disait l'européanocentrisme, et maintenant on rentre dans l'afrocentrisme, d'accord? Donc, en fait, pour revenir, un isme, c'est un système qui découle d'un état, d'un état d'esprit, d'une idée. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est déclaré forcément, ce n'est pas quelque chose qui est forcément légal, mais qui existe. D'accord? Et néo, alors on va revenir sur néo parce que faut que je te l'explique bien. Néo vient du latin néo. Le latin néo veut dire nouveau. D'accord? OK? C'est nouveau. Mais lorsque les Français utilisent néo maintenant, comme le néo-judaïsme, le néocolonialisme, le néo... il y a plein, il y a plein. En fait, ça, c'est, comment te dire? C'est une expression d'un type de nostalgie, d'accord, du système du colonialisme. Et donc, du coup, par là, ils ont créé une nouvelle forme de colonialisme. Parce que la colonisation, tu sais que la France a décolonisé tous ces pays. Lorsque l'Algérie a pris son indépendance, après les pays d'Afrique, ils sont mis aussi au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée, surtout en Guinée. Donc, du coup, les Français, dirigés par le général de Gaulle, on va reparler de ça après, la France dirigée par le général de Gaulle a eu très peur. Et donc, du coup, ils ont proposé de décoloniser les îles, les départements, les endroits qui étaient encore colonisés par la France, comme par exemple la Martinique et la Guadeloupe, et d'en faire des départements. D'accord? Donc, attends, je vais enlever ça ici. Donc, la décolonisation, tu as vu encore un autre mot de la même famille que néocolonialisme, la décolonisation dans les îles françaises de la Caraïbe, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, mais aussi dans le Pacifique, hein, à la Réunion, tout ça, ils ont laissé place à la départementalisation. D'accord? Je mets ça, hein, ça c'est pour dire Sion, hein, c'est parce que j'ai pas de place. D'accord? Tion. Bon. Alors, dans départementalisation, tu vois département. En fait, la départementalisation faisait de la Martinique, de la Guadeloupe et des autres pays des départements français au même titre que la France, que Paris, que Toulouse, que la Bretagne. T'as compris? Ils ont fait ils ont dit aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, etc., le général de Gaulle leur a dit, maintenant vous êtes français. D'accord? Donc le néocolonialisme, pour finir cette explication-là, le néocolonialisme, c'est la nouvelle forme de colonisation qui découle de la nostalgie. C'est le nouveau système mis en place dans les anciennes colonies qui découle de la nostalgie de la colonisation. D'accord? Donc, c'est une nouvelle forme de colonisation. C'est différent, c'est plus hypocrite, c'est beaucoup plus caché. Hein? Ce n'est plus écrit sur le papier. D'accord? Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas le dire non plus parce que s'ils le disent
là, c'est des problèmes pour eux. Donc, du coup, ce n'est pas écrit, mais ça existe. Donc, c'est pour ça que je te dis que là, c'est un système qui n'est pas forcément légal et qui n'est pas forcément déclaré. OK? Oui, Je je réponds comprends. answer to Oui, your question. oui. Et aussi, Hmm? on peut dire que... Ok, t'inquiète, continue. OK, je continue. Donc, euh, ouais. Donc, les antillais sont préoccupés donc par la situation sociale et humaine de leur pays, sont les porte-parole d'une population traumatisée par la séparation de sa terre originelle, l'esclavage, puis la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme. Les styles pour exprimer les douleurs et les passions des Antillais sont variés. Donc, ils utilisent les essais, les romans. Ce qu'on appelle essai en français, ce n'est pas essai en anglais. Hein? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Un essai en anglais, en général, c'est une rédaction d'à peu près 200 mots. Les essais en français, c'est plutôt à un niveau universitaire. Et donc, ça peut compter 100, 150 pages, 200 pages. C'est sur un sujet qui est bien précis, d'accord, qui est développé. Et bon, si c'est fait en milieu universitaire, donc après, il y a des professeurs et des scolaires. Mon Dieu, je perds mon français, des savants, tout ça qui étudie et qui note pour dire si oui ou non c'est validé. Et que si il est validé, à ce moment-là, l'essai rentre dans les documents de la bibliothèque et peut être étudié par tout le monde. D'accord? Donc, il y a les essais, il y a les romans, il y a la poésie, il y a les pièces de théâtre, il y a les contes, les livres pour enfants, les bandes dessinées, etc. D'accord? Dans les années 1970-1980, une nouvelle vague d'auteurs apparaît. Donc là, on voit que c'est une autre génération. D'accord? Donc, euh, autant Aimé Césaire, Joseph Zobel, Frantz Fanon, c'était des auteurs de l'époque coloniale. Enfin, en tout cas, qui ont commencé à l'époque coloniale et ils ont continué leur œuvre après. Mais ils ont surtout marqué l'époque coloniale. C'est eux qui étaient là. Ensuite, il y a une nouvelle génération qui est arrivée dans les années 70, donc bien 30 ans plus tard, 30, même 40 ans plus tard, d'accord? Et eux, ils parlent plutôt d'une société créolisée, décolonisée, mais départementalisée. Donc là, je t'ai expliqué, c'est bien, je t'ai déjà expliqué la partie du passage de la décolonisation à la départementalisation. Et comme je te dis, la départementalisation, c'est un leurre pour les Antilles. On aime bien en Martinique dire qu'on est en souffrance, mais pas souffrance comme tu le vois. En Martinique, on aime bien dire qu'on est en souffrance. Parce que, je sais pas, tu as dû remarquer la différence. Toi qui as déjà été en Martinique, tu as déjà été en Guadeloupe et tu as déjà été en France. Tu as vu quand même qu'il y a une différence de développement, de milieu de vie en France par rapport aux Antilles françaises. Tu as remarqué ou pas? Bon, je crois que tu es parti. Je crois que tu es parti. Donc, c'est un jeu de mots qui se rapporte au mot souffrance, qui s'écrit comme ça normalement, hein? La souffrance. Il y a le verbe souffrir. Et pour de vrai, la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane, et d'ailleurs la plupart des anciennes colonies françaises, sont en souffrance jusqu'à aujourd'hui.
Donc, ce que les auteurs, comme Patrick Chamoiseau, Marie Scondé, que tu as dans le syllabus, que tu vas devoir lire aussi, décrivent. Ils sont porte-parole de la population. Bon, ok. C'est toujours là? Donc, pendant longtemps, la population antillaise, oh, c'est quoi ça? Pendant longtemps, la population, oh, c'est quoi ça? Merci. Alors, comme je disais, il faut que je corrige ça, hein. Mon Dieu. Alors, pendant longtemps, la population antillaise a été décrite peu encline à la lecture, préférant la musique et la danse. C'est-à-dire, alors peu encline, ça veut dire qu'ils n'aiment pas beaucoup, hein. Avoir peu d'enclin, c'est avoir peu d'empressement, peu euh, de penchant, hein, on va dire. OK? Donc, on disait qu'ils préféraient danser et chanter que de lire. Et on dit que c'est dans les livres qu'on apprend l'histoire de son peuple, de son pays, et qu'on apprend à être plus sage aussi, qu'on apprend à réfléchir. Voilà. Et il y a une parole qu'ils aiment dire qui est si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. C'était tout à fait ça le problème. D'accord? Mais dans la première décennie des années 2000, c'est-à-dire vers les années de 2000 à 2010, une prise de conscience identitaire s'opère chez les Antillais qui se mettent à lire en quête de vérité sur leur véritable histoire et sur les troubles qui bousculent la société antillaise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'école, on nous a appris un petit peu tout et n'importe quoi. Le programme académique, et particulièrement pour les anciennes colonies, était fait particulièrement pour nous. C'est-à-dire, on avait des livres qui nous apprenaient la grandeur de la France et la petitesse de notre pays, qu'on devait tout à la France, que nos ancêtres, c'était les Gaulois, etc., etc. On nous a appris des choses pas possibles. Par contre, on nous apprenait très peu sur l'histoire véritable de notre pays. On nous a très peu appris sur l'esclavage et on s'est bien gardé de nous dire que ben, les esclaves se sont libérés par eux-mêmes. On nous a dit que c'est un monsieur qui s'appelle Victor Schellcher qui a aboli l'esclavage. Eh bien non, c'est pas lui. Quand le décret est arrivé en Martinique, les Noirs étaient déjà libres. D'ailleurs, le 22 mai Le 22 mai 2020, je crois, faut que je vérifie. C'est soit 2020, soit 2021. Il y a des jeunes militants qui ont profité de cette date, puisque cette date, c'est la date le 22 mai 1848. C'est l'abolition de l'esclavage en Martinique. Oups. On va revenir là-dessus. Mais en tout cas, ces messieurs, dames, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déboulonné euh, euh, à cette date-là, en 2020-2021, ils ont déboulonné les statues de Victor Schellcher à Fort-de-France et à Schellcher aussi.
Et ça a provoqué toute une vague d'indignation en France, d'accord, mais qui a été plébiscitée par les Antillais parce que c'est une restitution de l'histoire, de la vérité. Et en plus, non seulement ça, mais Victor Schœlcher, quand il a aboli l'esclavage, il a mis en place des décrets qui n'étaient pas vraiment les nouveaux livres. Donc, du coup, voilà. Donc, aux Antilles comme dans l'Hexagone, de nouveaux auteurs apparaissent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Des maisons d'édition indépendantes voient le jour, des foires aux livres, des salons du livre, des conférences, des séances découvertes et dédicaces sont organisées. Dans les réseaux sociaux, les influenceurs incitent à consacrer du temps à la lecture. Alors, il y a des gens que tu peux regarder dans les réseaux sociaux. Euh, alors, il y a une qui est pas mal, elle s'appelle Activiste Chata. Je ne sais plus s'il y a deux T ou un seul T. Il faudrait vérifier. Elle est sur YouTube. D'accord? Il y a Activist Chata. Il y a aussi Grandeur Noire. C'est une Guyanaise. Alors, Activiste Chata, c'est une Martiniquaise. Et Grandeur Noire, c'est une Guyanaise. Il y a qui encore? Il y en a plein. Il y en a plein. Je te donnerai après. C'est pas le... Mais en tout cas, je t'invite à aller sur YouTube et regarder un petit peu ce qu'elles disent parce que c'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Donc, ils invitent les afrodescendants à s'émanciper et à être fiers de leur identité, de qui ils sont, d'où ils viennent, des caractéristiques de leur propre corps. Quand on parle des caractéristiques du corps, on parle du nez, des cheveux, surtout les cheveux, la couleur de peau, hein, parce que les femmes ont arrêté de défriser les cheveux. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi défriser. En anglais, c'est relaxer. OK, pour que les cheveux soient plats comme ceux des blancs. Se décolorer la peau. Les opérations nasales, ça ne se fait pas trop parce que ça coûte cher. Donc, heureusement. Mais bon, ils ont cassé les nez des statues des pharaons, hein. On ne sait pourquoi. Bon, alors, donc là, je t'ai donné quelques petits noms. Je vous ai donné quelques noms, trois ou quatre noms, pas plus, d'auteurs martiniquais et même guadeloupéens, guyanais, etc. Là, j'ai développé un petit peu plus. Comme ça, euh, tu l'auras au moins la liste des auteurs. J'ai laissé les liens pour que tu puisses accéder à leur page Wikipédia, à chacun d'entre eux. Donc, à toi de t'amuser. Patrick Chamoiseau, il est encore vivant. Il a l'âge de mon papa. Donc, il a même été à l'école avec mon papa, au lycée Schœlcher. Donc, voilà. Là, vous voyez Aimé Césaire. euh, Encore une fois. Voilà. Quand il est décédé, ça a fait beaucoup de peine à beaucoup de monde. Donc, voilà. Euh, donc, la liste est très longue quand même. Je t'invite à venir voir, à jeter un coup d'œil. Ça, ce sont les anciens auteurs. Dans les nouveaux auteurs, ce qu'on appelle les auteurs contemporains, il y a Steve Gadet. Je ne sais pas si tu te rappelles euh, du Devoir, hein, sur mon Dieu, la bouquinerie. C'était avec Steve Gadet. Euh, Binaël, il a écrit Binaël, 33 ans en cellule. Binaël, c'est un auteur qui a été publié par Steve Gadet. Je vais mettre mes lunettes parce que ça, mes yeux me tuent là.
Victor Chapelle, une santé pleine d'énergie, à pleine main. Philippe Gora, fierté d'une femme noire. Enfin, voilà, il y a quelques exemples. Imania Dalila Daniel. Imanié, c'est une dame qui écrit. Elle a écrit le livre Zaïre et Théophile, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a une suite à ce livre. Là, c'est pas de pitié, oh là là, pour les nègres. Euh, et elle a fait un autre qui s'appelle Vagabond. Vagabond, et c'est. Alors, Zaïre et Théophile, pour te dire en gros de quoi ça parle, c'est un. En fait, c'est une histoire d'amour à l'époque de l'esclavage. Il raconte comment ça se passait, etc. Et c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Voilà, donc pour savoir plus, il y a un lien Wikipédia qui là va te donner plus d'informations sur le sujet. Voilà. Donc, entre-temps, je crois que là, pour ce cours-là, c'est bon. Voilà, mon nez, mes yeux sont. Voilà. Donc, un autre cours. Dans la continuité de ce cours, je t'invite à revenir dessus. Oh, je suis descendue trop loin. C'est quoi ça? Ça, c'est la semaine 3, 7, 8, 11. OK. Alors, je vais te montrer un petit peu Joseph Zobel. Tu as vu le film? Là, il y a le livre. S'il te plaît, lis le livre. Ne m'attends pas, commence à le lire parce qu'il n'est pas facile ce bouquin. Donc, il faut vraiment que tu le lises. D'accord? Il faut que tu t'y mettes là. J'insiste, hein. J'insiste. Alors, là, ça va aller assez vite parce que bon, c'est une storytelling vite fait. Donc, je vais lire. Il n'y a pas grande explication à donner. Et puis, ça va nous permettre d'habiller nos dernières minutes de cours. Alors, qui est Joseph Zobel? Donc, Joseph Zobel est né le 24 avril 1915 à Rivière-Salée, en Martinique, de Berthe Delia Rocher, ditement Acélia, et de Richard Eugène Zobel. Le petit José est élevé par sa grand-mère, Mantine, travailleuse agricole dans les champs de canne de l'habitation Thibault à Rivière-Salée, dans le sud de la Martinique. Mantine refusait que son petit-fils, élève très talentueux, aille travailler au champ de canne comme les autres enfants de son âge et de sa situation sociale. Alors, José travaillait déjà très très bien à l'école, et elle ne voulait pas, sa grand-mère voulait qu'il continue à l'école. Elle ne voulait pas que son petit-fils aille dans les champs de canne. Elle voulait un meilleur avenir pour lui. Elle arrivera à ses fins puisque le jeune garçon recevra une bourse d'études et fréquentera le lycée Cher, habituellement fréquenté, ouh là là là, par les enfants de l'élite martiniquaise. Il faut que je... Pendant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Zobel, qui écrivait dans le journal Le Sportif, est repéré par Aimé Césaire, écrivain de 2 ans son aîné. Alors, bon, entre guillemets, hein, si Aimé Césaire est de 2 ans son aîné, ça veut dire que Joseph Zobel était de 2 ans le cadet d'Aimé Césaire. D'accord? C'est juste pour un petit truc vocabulaire, un petit point vocabulaire. Laisse-moi mettre ça quand même. Alors, allons vite, hein. Normalement, on dit l'aîné de la famille. C'est le premier-né.
D'accord? L'aîné de la famille. Après, on utilise cette expression aîné pour dire les personnes âgées. D'accord? Mais l'aîné ne se cantonne pas seulement à la famille. On peut dire l'aîné de la classe, l'aîné du groupe, d'accord? Et le cadet de la famille, c'est le dernier. Je mets en abrégé. C'est le dernier. Le dernier qui soit né, bien sûr. Donc, on dira que l'aîné est le plus âgé et le cadet est le plus jeune. D'accord? Donc, je précise bien le plus, hein. Ce sont vraiment des termes de comparaison. D'accord? OK? Donc, retournons à nos moutons. Il a encouragé, donc Aimé Césaire a encouragé Joseph Zobel à écrire un livre. Ce sera Diabla. Diabla sera censuré par l'admiral Robert. Ça, c'est encore une autre histoire. Je ne vais pas la raconter maintenant parce que le cours est techniquement fini. Alors. Donc, Diabla sera donc censuré par l'admiral Robert au service du gouvernement de Vichy. Le livre sortira après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le gouverneur Ponton recrute le jeune père de famille comme attaché de presse, donc en Martinique. En 1943, il se marie avec Cécina Hénard, qui lui donne 3 enfants, Omar, Roland et Génie. En 1946, il part en France pour reprendre ses études de littérature, d'art dramatique et d'ethnologie à la Sorbonne. En même temps, il est professeur adjoint au lycée François Ier de Fontainebleau. À Paris, il fréquente le cercle des écrivains noirs anticolonialistes. Voici encore un autre terme. Décidément. Donc, Bonjour. Il y anti. avait mon téléphone est mort. D'accord. Le Donc, mien aussi va pas tarder à Montréal. T'as excusez-moi. vu, il y a encore un autre mot qui est venu là. Ah, Pareil, on retrouve colon. D'accord? anticolonialisme. Ouais. Et East, c'est pas comme. C'est East, c'est la personne qui pratique le isme, en gros. D'accord? Ah, d'accord. East est la personne. On va écrire ça comme ça, tu vas mieux comprendre. Le isme de tout à l'heure. C'est la Comme, personne qui pratique, d'accord, qui est d'accord, qui pratique le isme. Je mets comme ça pour que tu comprennes que c'est un suffixe, hein. Hop. Et anti, tu connais anti? Je vous ai oui, déjà oui. montré pour anti. Contrairement, contraire, c'est le contraire. Contre. Voilà, qui soit contre. OK? Normalement, le cours est fini, mais en même temps, tu connais ma conscience professionnelle, j'arrive pas à lâcher. Euh, donc, Qu'est-ce que à tu as Paris, dit? Non, ce n'est pas important. Continue.
Alors, oui, c'est pas important. À Paris, il fréquente le cercle des écrivains noirs, anticolonialistes, tels que Aimé Césaire. Tu te rappelles, j'en ai parlé tout à l'heure. Léon, ah, c'est descendu, je ne comprenais pas. Léon Gontran Gamas, Guy Tyrolien, Léopold Sédar Senghor, etc. Il a rencontré plein de ces gens, tous ces gens-là à Paris, et ils ont formé un groupe, un club de jeunes noirs qui se refusaient de rester sous la pression des colons, des colonialistes. D'accord? Et donc, c'est là qu'il a créé ce qu'on appelle la négritude. D'accord? Mais on ne parle pas d'Aimé Césaire, on parle de Joseph Zobel. Oui, parce que quand on téléphone Ah, à la chaîne, on est passé à notre corps. c'est intéressant parce que il n'y a pas longtemps, il y avait des étudiants qui sont venus à mon école de Martinique et Ah, hmm. ils assistaient à l'école Joseph Zaubert. Il y avait une école qui a été nommée par Joseph Joseph Zaubert. Zobel. Joubert, Enfin, oui. qui porte le nom Joseph Zobel. Oui, 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 C'est le collège Joseph Zobel, oui, en effet. En effet, c'est une école à qui on a en Martinique, en Guadeloupe, ils donnent les noms, ils donnent aux écoles les noms des personnes qui ont marqué. Ça se fait en France aussi, mais bon, ce sont plus des gens français, quoi. D'accord? Donc ça, je l'ai déjà lu. Donc, il s'envole pour l'Afrique, d'accord? L'homme de lettres reste en Afrique pour étudier la littérature dans un lycée et devient responsable de la culture sur Radio Sénégal, d'accord? En fait, c'est au Sénégal qu'il était parti. Ainsi, son nom se répand dans l'Afrique francophone. Quand tu vas en Afrique francophone, ils ont une grande reconnaissance pour les Antillais parce que le, le panafricanisme, tu sais c'est quoi le panafricanisme? Oh, je suis pas sûr, mais je vais essayer de décortiquer. Pan-africain, c'est ça? Attends, laisse-moi voir. Le Africain. panafricanisme. Et les personnes qui sont pour le panafricanisme sont appelées les panafricains. East, Eh ben non, panafricaniste. c'était le piège. Ah non, Panafricain. ah d'accord, ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on ne le prend même pas comme un système, on le prend comme une façon d'être. T'as compris? Oui, Les panafricains ne prennent, pour eux, le panafricanisme n'est pas une question de système qu'on met en place pour dominer ou quoi que ce soit, pour avoir un certain profit. oui. Le but du panafricanisme, c'est de C'est de supporter rassembler les à Africains du rassembler. D'accord. monde entier, sans distinction de si celui-là vient du Niger, si celui-là vient du Congo, si celui-là vient de l'Afrique, du Ghana, ou celui-là, ou si celui-là est en Martinique, si celui-là est aux États-Unis, si celui-là est au Canada. Non, le panafricanisme réunit tous les Africains de la planète, les afro-descendants. D'accord? Et c'est très en vogue en ce moment parce que justement en Afrique, ils se révoltent en ce moment contre la France et contre pas mal de systèmes européens qui avaient tendance à appuyer sur le dos de l'Afrique. D'accord? Et donc, du coup, euh, comment dire, Oui, euh, du coup, ils se sont réunis en disant non, on n'est pas les frontières que vous avez dessinées dans notre pays sont pas les nôtres. C'est vous qui avez fait des frontières. Vous avez pris des règles, des équerres. Si tu vois la carte de l'Afrique, tu verras que les pays sont séparés comme ça, par des traits, par. oui, On aurait vraiment dit que quelqu'un a pris un compas, une règle pour ok. découper. Ouais. J'ai Et une en fait, classe maintenant, donc je vais rejoindre. J'ai une classe de d'accord. doigts.
Alors, laisse-moi te dire, avant que tu Oui, partes, oui, je vous attends. je ne vais pas revenir sur ce cours-là parce que ce Oui. n'est pas nécessaire. D'accord? Je veux que tu le lises. Ah, C'est pas d'accord, ok, long. ok, C'est oui, pas oui, oui. long. Regarde. D'accord, C'est ok, pas pas de long. Si je souci. réduis la feuille, Oui, regarde. Tu as vu, c'est pas long. T'as vu? C'est fini déjà là. Après, oui, c'est la oui, bibliographie. OK? oui, oui, oui. Donc, lis-le. C'est pas long. Mais au moins, tu D'accord, sauras parce que c'est Joseph Zobel. oui, C'est oui. c'est une petite biographie de Joseph Zobel que j'ai fait pour que tu saches qui a écrit La rue Cazenègre. Hmm, D'accord? oui, OK? Et puis, est-ce que j'ai mis là une vidéo? Oui, là, on le voit en train de parler, raconter un peu sa life. Donc, tu pourras regarder aussi. Ça t'aidera à mieux comprendre. d'accord. D'accord? Merci. Voilà, ben, je te laisse y aller. Hein. Porte-toi Ok, bien et puis oui. à tout à l'heure pour le cours de Unit. En C'est Europe, pas la demain, guerre fait rage. Ah oui, c'est demain, on a changé ça. c'est pas Le vendredi. nazisme triomphe. Depuis la France Oui, c'est Non? occupée, vendredi, on a le changé. régime de Vichy Oui, exerce oui, une ok, poigne de fer d'accord. sur l'empire colonial, enjeu Ok, stratégique dans un conflit aux dimensions planétaires.